Bonjour à tous. On a toujours vu l'Europe ces dernières années jouer un peu le rôle de précurseur dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Mais ces dernières années, il y a une nouvelle variable qui s'est mise dans l'équation, qui est la variable de l'autonomie stratégique. Donc on a la crise du Covid, plus récemment la guerre en Ukraine, qui nous ont montré les limites en fait de cette dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales. Donc pendant l'heure qui va venir, on va s'interroger un peu sur comment mobiliser l'épargne européenne pour financer à la fois cette transition énergétique tout en étant et en assurant la souveraineté stratégique, l'autonomie stratégique européenne. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi sur ce panel donc Delphine Damarzit, qui est présidente et directrice générale d'Euronext Paris, Bertrand Badré, qui est associé et fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital, et Vincent Mortier, donc responsable des gestions d'Amundi. Je commence avec toi, Vincent. Qu'entend-on en fait aujourd'hui par souveraineté / autonomie stratégique en Europe? Comment la crise en Ukraine en fait a un peu changé cette vision au niveau européen? Et enfin, le rôle de l'asset manager finalement dans ce problème très pratique, très géopolitique, très macroéconomique. Alors effectivement, une question très large. Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà pour mémoire, l'Europe est la place économique la plus ouverte de toutes les places. Et la crise du Covid d'abord a été un premier avertissement sur des vulnérabilités et des dépendances que les Européens n'avaient pas complètement bien perçues. Donc évidemment sur la santé, sur certains composants. Et la guerre en Ukraine a été là, le réveil encore plus fort sur la défense et l'énergie. Donc les Européens se sont rendus compte à leur corps défendant que effectivement ils étaient en situation de dépendance et qu'il était urgent d'agir au même moment où ils devaient aussi commencer à investir sur la transition énergétique. Et donc là, tout arrive en même temps, pour des montants assez faramineux. Alors les chiffres varient évidemment en fonction des sources, mais on parle de centaines de milliards d'euros par an à minima. Et donc se poser la question de, face à ce mur d'investissement nécessaire, comment est-ce qu'on y arrive? Bon, il est clair pour moi que la seule puissance publique ne suffit pas, même si elle a un rôle à jouer. Il faut que les investisseurs privés participent à l'effort et que l'épargne soit canalisée vers ce genre d'investissement. Mais pour ce faire, il y a un certain nombre de conditions à remplir. La première, c'est que, au travers de ces partenariats public-privé, que la régulation et l'environnement soient adaptés et assez stables. Il n'y a rien de pire qu'un environnement mouvant ou une régulation qui va privilégier, par exemple, pour les assureurs, la dette souveraine et non pas la dette privée, comme c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, il faut que les projets qui vont être financés au travers de ces capitaux aient une vraie perspective de rentabilité pour l'investisseur. On ne parle pas ici de faire... ce ne sont pas des fonds pour juste faire du bien. C'est aussi... on attirera des investisseurs et nos clients que si on est capable de leur dire qu'à la fin, les projets sont rentables et dégageront un dividende ou un intérêt intéressant par rapport à d'autres alternatives. Et puis, il faut que côté asset manager, on fasse notre propre diligence et qu'on soit sérieux, équipé avec des équipes pour analyser les projets, pour dessiner des produits, accompagner les clients et également, évidemment, mettre de côté l'ivraie pour ne garder que le bon grain. Donc il y a un vrai effort aussi à faire côté asset manager, puisque ça n'est pas juste un push marketing. Derrière, il y a du contenu, de la valeur ajoutée à apporter, et donc des investissements à faire côté infrastructure et équipe. Donc c'est tout un écosystème à bâtir, et il est temps qu'on le bâtisse collectivement, et chaque acteur a un rôle à jouer, pouvoir public, asset manager, grands investisseurs, et également réseau de distribution privé. Merci Vincent. Delphine, sur cette question justement du financement de la transition énergétique et aussi d'assurer l'autonomie stratégique,
On a souvent reproché au marché de capitaux de l'Union européenne d'être sous-développé par rapport à leur alter ego américain, par exemple, avec une capitalisation boursière plus faible, un recours plus important à la dette plutôt qu'aux instruments d'equity pour les besoins de financement. On a eu une des premières réponses qui a été apportée par le projet d'union des marchés de capitaux, qui a été proposé dès 2014. On en a parlé un peu ce matin en plénière. Comment, en fait, l'architecture de marché peut accompagner ces révolutions et quelle a été finalement la contribution de ce projet d'union des marchés de capitaux au niveau européen? Alors l'union des marchés de capitaux, on en parle, et comme parfois malheureusement, plus on en parle, c'est souvent un indice. J'oserais pas dire que ça peut être le cas pour les sujets de ESG, mais ça peut être la démonstration que on en parle beaucoup parce qu'on a du mal à la faire. Et je veux peut-être rebondir sur finalement le wake-up call qu'on a eu avec l'Ukraine et avec avant ça la crise du Covid. Ça a été la découverte que une mondialisation heureuse reposant sur une chaîne de valeur hyper fragmentée, très fluide, où les forces de marché ont totalement optimisé les choses. Ça marche bien jusqu'au jour où ça marche plus, où des rouages se cassent et où on s'aperçoit qu'on a besoin d'avoir une autonomie stratégique parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur la bénévolence de tous. Sur les marchés de capitaux, c'est un peu la même chose et c'est encore plus difficile de se le représenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on dépend des capitaux extérieurs, c'est un petit danger. C'est encore plus un danger si on dépend des acteurs extérieurs parce qu'en temps difficile, et ça c'est pas la première fois, c'est quelque chose qui se produit à chaque fois, dès que la situation se tend, il y a un biais domestique, un retour de chacun sur la zone connue qui se produit. Et donc vous vous retrouvez tout seul avec les forces que vous avez ou que vous n'avez plus. Alors, l'Union des marchés de capitaux, c'est un certain nombre d'initiatives pour essayer de fédérer un marché qui sinon est fragmenté. Il est fragmenté historiquement, à la fois au niveau des infrastructures, des règles sous-jacentes. Et on a plutôt au niveau européen, jusqu'à présent, fonctionné en harmonisant, mais on n'allant pas tout à fait jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on harmonise, mais comme on n'a pas de supervision commune, on a des règles communes qui sont ensuite appliquées quand même différemment. On a gardé tout le substrat, c'est-à-dire le droit des sociétés et le droit des titres et le droit des faillites reste local. Bon, c'est le cas aux États-Unis, il faut l'admettre, mais par contre, ils ont choisi certains droits et ils s'y réfèrent. Mais en revanche, ils ont des infrastructures unifiées. Et ce qu'a fait l'Europe, c'est donc d'harmoniser les règles, d'avoir des règles de comportement communes avec une tentative de convergence de leur application, mais qui ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Sans supervision directe, contrairement à ce qui se passe côté bancaire. Et on a renforcé la concurrence. Donc on a mis les bourses en concurrence sur le trading avec des plateformes alternatives. On a donné pratiquement un tarif de dégroupage aux grands banqueurs internationaux en disant vous pouvez importer le prix du marché primaire et traiter dans des dark pools ou en internalisation systématique. Et les forces de marché ont fait ce qu'elles font bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une certaine baisse des prix, une reconsolidation, parce qu'à chaque fois qu'il y a plus de concurrence, il y a derrière une reconsolidation. Donc les grands brokers américains en particulier ont vraiment pris fortement le pouvoir, marginaliser les brokers régionaux, etc., etc. Et à la fin, on se retrouve avec finalement des gens qui ont des pouvoirs de marché assez forts. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, ça compte d'avoir des infrastructures ou des acteurs domestiques, et domestiques au sens européen, pas au sens national, puissants. Et il faut faire attention à ne laisser que les forces de marché fonctionner parce qu'elles vont exercer un pouvoir qui vont faire baisser les marges et qui vont provoquer des consolidations. Donc c'est très bien, c'est une très forte discipline, mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir quelques champions. Sinon, c'est très bien, mais plutôt pour les autres, en fait. Donc, cette tendance de l'Europe à être un peu un marché de consommateurs, on l'a vu aussi sur les marchés. Voilà. Et aujourd'hui, avec en plus la digitalisation, le risque, c'est qu'au lieu de consolider de l'intérieur, on ait un système qui fonctionne par agrégation, avec des grands agrégateurs qui sont soit les plateformes numériques qui se développent dans les marchés financiers pour le retail, les néo-brokers, etc., d'un côté,
et puis des brokers traditionnels qui font l'interface, tout ça un peu en dehors des marchés. Chez Euronext, on est une bourse pan-européenne qui fédérons des marchés pour les mettre en commun et qui continuons de lister toutes les sociétés, les grandes, les moyennes, les petites, et d'admettre au trading ces grandes, ces petites et ces moyennes sociétés. Voilà, donc il faut des règles du jeu qui vont rendre ça plus important, il faut que ça fonctionne. Donc je pense que les deux, le projet de réflexion sur les infrastructures, de continuité, de donner une vraie intégration, plutôt qu'uniquement une mise en concurrence qui va fluidifier les choses et se faisant ruisseler favorablement sur tout le monde, c'est important. Merci beaucoup Delphine. Bertrand, quand on parle de la souveraineté stratégique, de la transition énergétique, on entend de plus en plus cette question de la préférence nationale, notamment en matière de commerce, d'approvisionnement dans les secteurs critiques. Comment on peut construire une souveraineté européenne, financer une transition énergétique, sans tomber dans une isolation, voire un protectionnisme un peu old school? Ah, le micro lâche. Allô ? Oui. Non, je pense que c'est la question à 10 000 milliards de dollars sur laquelle tout le monde phosphore depuis quelques mois. Si on regarde un tout petit peu en arrière, on voit la profondeur du choc, non seulement pratique, mais intellectuel auquel on est confronté aujourd'hui. Je me faisais la réflexion ces derniers mois, quand j'ai eu la chance de travailler à la Banque mondiale, au moment où on se mettait d'accord sur les accords sur le développement durable et le climat, j'avais le sentiment qu'on ouvrait une nouvelle ère de coopération internationale. Et qui était symbolisé en quelque sorte par la poignée de main Barack Obama-Xi Jinping. Vous vous souvenez, il y a eu une espèce de soulagement général sur le thème « ils se sont parlé, ils se sont serrés la main, c'est gagné ». Et à partir de là, les forces douces dont parlait Delphine, le marché, la main invisible, en accord avec les objectifs qu'on s'était collectivement fixés, allait fonctionner, et donc tout allait aller très bien. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Et finalement, cette poignée de main Barack Obama-Xi Jinping, c'était pas tellement le début d'un nouveau cycle, c'était la fin du cycle précédent. Ouvert par la chute du mur de Berlin. En fait, la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie, de l'économie de marché, et singulièrement, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, l'entrée de la Russie puis de la Chine dans l'OMC. Donc finalement, tout le monde était censé travailler dans les mêmes règles, et donc on pouvait étendre les chaînes de valeur, on pouvait faire fonctionner le tableur Excel en mettant les risques en bas de page, en note de bas de page, sur le thème on sait que ça peut arriver, mais en gros ça marche, ça n'arrivera pas, puisque le commerce aplanit tout. Et c'est ce choc auquel on était confronté. Et on voit bien, parce que quand on regarde l'exemple de l'Allemagne et de l'énergie, c'est fascinant. C'était l'idée de dire on peut abandonner du jour au lendemain le nucléaire et se lier pieds et poings liés au gaz russe, mais tout ça fonctionne. C'est pas grave, puisque j'allais être méchant, ça marche sur tableur Excel. Le système tourne. Et là, on a toute une série de réveils, les uns derrière les autres, qui sont très désagréables. D'autant plus désagréable pour l'Europe qu'elle est un peu désarmée sur ces sujets-là. Alors, elle a une arme qui est son épargne, elle a une arme, sa capacité à coopérer, avec des hauts et des bas, mais ça, on l'a tous vécu. Mais on est vraiment à un moment où il devient urgent de trouver des solutions. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais j'allais dire qu'il faut faire du bon Voltaire. Voltaire, à la fin de Candide, dit il faut cultiver notre jardin. On arrive épuisé au bord du Bosphore, on se dit oulala, la planète c'est compliqué, donc je vais mettre des palissades et puis je vais m'occuper de mon jardin. C'est un peu c'est la souveraineté réduite aux acquets. C'est-à-dire en gros, je vais essayer de faire le maximum tout seul. Si j'ai besoin d'aller voir l'extérieur, je passe par-dessus la palissade, etc. Ça me paraît une très mauvaise approche. Je pense que Voltaire d'ailleurs n'avait pas cette approche avec la palissade, c'est une approche plus universaliste. Et c'est aussi la force de l'Europe. Donc il faut effectivement qu'on mobilise une de nos richesses, qui est notre épargne, pour développer ce qu'on peut faire chez nous. Et c'est clairement l'agitation qu'il y a aujourd'hui. Ça va du terminal LNG à essayer de ressusciter la filière nucléaire française et quelques autres sujets d'intérêt général. Et là, je pense qu'il y a des emplois pour notre épargne. Et je pense que tous les États vont s'y atteler et ont déjà commencé à le faire. C'est très important. Il y a aussi effectivement toute cette remise en cause du commerce traditionnel. Janet Yellen a eu ce mot un peu terrifiant et à la fois sympa de dire friendshoring. Donc en gros, on va arrêter d'aller se mettre n'importe où, on va aller voir les copains. Le problème, c'est que les copains, ça peut varier. Enfin, ça aussi, on l'a vu. Donc il faut vraiment avoir des très très bons copains. Alors après, vous allez avoir les copains verts, orange, jaune, noir. Enfin, on va rentrer dans des zones. Et je pense que la finance va regarder ça de très près. Il faut vraiment la prime de riche chez quelqu'un qui ne sera pas vraiment un copain sera beaucoup plus élevée que chez quelqu'un qui est un vrai copain. Mais même un vrai copain, c'est compliqué. Regardez les votes aux Nations Unies, des pays supposés très proches de l'Occident et de l'Europe, comme le Maroc, le Sénégal, le Mexique et quelques autres.
On dit, c'est pas notre problème, ça, vous vous débrouillez entre vous. Donc on va avoir des remises en cause très très compliquées d'un certain nombre de sujets qui vont aussi perturber nos propres raisonnements financiers. Et tout ça, pas de chance, arrive au moment, j'imagine que vous en avez parlé depuis ce matin, où les paradigmes économiques sont profondément transformés. Je mets de côté la question de l'inflation, celle des taux, le rôle des banques centrales à l'avenir. Donc ça fait énormément de choses à avaler. Et donc ça fait effectivement la crainte d'une forme de paralysie de l'esprit, alors que c'est le moment où il faut être extrêmement agile. Et le dernier point que je voudrais souligner, je reviens sur l'idée de notre jardin sans palissade, c'est vraiment... On n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre ces questions tout seul, non, y compris pour des raisons objectives. On n'a pas les ressources chez nous. Mais je pense qu'on a aussi un rôle qui fait le pont avec d'autres sujets discutés. C'est qu'on peut jouer par la norme. Je me souviens de cette anecdote qui m'avait glacé à l'époque, et je répète souvent avec le sourire, de David Lipton, qui était l'adjoint de Christine Lagarde au Fonds monétaire international à Washington. Et je discutais, et il me disait un jour, de manière un peu provocatrice, vous les Européens, il vous reste deux choses. Bon, c'est bien, je pensais qu'il allait dire 0, donc 2 c'était pas mal. Il vous reste 2 choses, vous allez taxer la base que vous pouvez garder chez vous et vous allez réglementer ce qui peut l'être. C'était en fait les allusions à GDPR et des débats sur la taxe. Enfin, en gros, à part taxer et réglementer, le reste, laissez-nous faire le boulot, quoi. Mais c'est pas si inutile que ça aujourd'hui. Cette approche par la norme, on le voit bien sur tous les débats. Alors après, c'est pas le sujet de cette conversation, sur la taxonomie, sur les normes de l'impact, CEDR, etc. Mais ces sujets-là, on aura plus de force si on ne le fait pas tout seul. Et c'est là, ça c'est mon combat personnel, mais je pense qu'il faut qu'on tende la main aux pays émergents qui sont une partie de la solution de cette question de l'énergie. Il ne faut pas, et je finis là-dessus, la caricature de la relation qu'on a eue avec l'Afrique depuis 5 ans. Pendant 5 ans, on leur dit arrêtez d'aller chercher du gaz naturel, c'est des carburants fossiles, enfin des énergies fossiles, donc c'est pas bien, et on ne va pas vous financer. Et puis là, maintenant qu'on a un petit sujet à l'Est, on retourne les voir en disant ça serait peut-être bien finalement que vous allez chercher du gaz naturel. Ça c'est pas la bonne méthode. C'est pas une méthode stratégique, c'est une méthode un peu de gribouille. Donc je pense que maintenant qu'on a le choc, il faut qu'on se pose et qu'on regarde ce qu'on peut faire chez nous, quels sont nos alliés, quelles normes, qu'on les engage et qu'on ne fasse pas du stop and go, etc. Et là aussi, ça offrira des opportunités d'investissement très importantes, y compris pour ces pays, parce qu'on a aussi besoin que ces pays se développent, pas seulement par l'énergie, mais aussi par l'énergie. Super, merci beaucoup Bertrand, et très bon pont pour la question suivante. Il y a 2 semaines, et on en a parlé pendant le déjeuner avec notre ministre de la Transition énergétique, donc l'Union européenne a conclu un accord visant à renforcer les politiques climatiques dans un contexte de tension énergétique assez évident. Le bloc vise à être neutre en carbone d'ici 2050, bon, ça on est tous censés l'être, et réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, donc le Fit for 55 mentionné pendant le déjeuner. C'est super ambitieux. Ça va requérir énormément d'investissements, de financement. Vincent, alors, est-ce que l'Union européenne va dans la bonne direction ? On a vu la taxonomie que mentionnait Bertrand, on voit l'arrivée de MIFID qui est aussi là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour accroître en fait la clarté du caractère écologique des produits financiers et amener en fait cette épargne vers la transition énergétique ? Alors, deux réflexions. La première, c'est l'Europe est pétrie de bonnes intentions. Hein. Il faut quand même saluer la volonté suivie et l'objectif. En revanche, l'implémentation est particulièrement complexe, changeante, et c'est un peu un casse-tête. Alors, même l'AMF a même parlé de cauchemar, ce qui de la part d'un régulateur est quand même assez rare. En termes de compréhension des règles, d'implémentation, d'explication aux clients. Et en surcroît de l'Union européenne, chaque pays va mettre son grain de sel. Et c'était évoqué dans un précédent débat avec les labels nationaux. Il n'y a rien à voir entre le label Febelfil en Belgique, le label ISR en France ou le label luxembourgeois, etc. Ils sont même contradictoires souvent. Et nous, on a passé des heures, et quand je dis des heures, c'est des heures carrées chez Amundi, à essayer de disséquer, comprendre, appliquer la réglementation mouvante. On n'a toujours pas conclu sur un certain nombre de sujets. Et pourtant, on a essayé de mettre du jus de cerveau autour de la table. Bon, donc je me mets à la place d'un distributeur. D'ailleurs, c'est le feedback qu'on a des distributeurs. Eux-mêmes, c'est qu'on a perdu. Et rien que pour comprendre l'ensemble des textes, il faut au moins 1 heure, juste pour les décrire. Et en plus, certains textes ou certaines approches sont assez contradictoires.
on ne peut pas à la fois avoir un haut niveau de taxonomie et une trajectoire forte de réduction de carbone. C'est contradictoire. C'est-à-dire l'univers d'investissement qui ressort de ces deux contraintes, on avait calculé, ça fait genre 1% de la market cap européenne. Donc ça n'a aucun sens. La taxonomie n'étant que 5%, ce qui est déjà pas beaucoup. Donc le régulateur a mis un peu la charrue avant les bœufs, n'a pas consulté assez, de mon point de vue, et à tel point que certains régulateurs, la BaFin à qui j'ai parlé il y a quelques mois, m'a dit de toute façon, vous inquiétez pas, nous on n'appliquera pas les textes européens, et dans 2 ans, tout aura changé. Donc on est quand même dans un environnement extrêmement compliqué à gérer, et avec des clients qui commencent à se poser des questions. Nous, on a des questions, mais alors pourquoi est-ce que vraiment on peut être ISR ou ESG et avoir des valeurs de défense? Alors on dit bah oui, il n'y a pas de problème, mais bon, il faut leur expliquer. Certains leur disent le contraire, donc il y a différents discours articulés. Et donc il y a un effort très fort de pédagogie, et plus il y aura une volatilité de l'encadrement, plus il sera compliqué de donner confiance aux investisseurs sur le fait que tout ceci est sérieux et n'est pas juste un coût marketing ou un moyen de placer du produit. Donc on n'est pas du tout au bout du chemin de la régulation sur ces sujets-là. Et nous, on appelle de nos voeux un dialogue plus nourri avec les acteurs, pas qu'asset manager d'ailleurs, avec les banques, avec l'ensemble des acteurs, pour arriver à quelque chose qui soit quand même plus stabilisé et surtout qui après soit décliné de manière plus homogène entre les différents pays européens. Sinon on aura un arbitrage fort, voire des incompréhensions. Et deuxième remarque, c'est que l'Europe refait la même erreur de souveraineté qu'elle a déjà fait dans le passé. Aujourd'hui, vous regardez, agences de rating, crédit, elles sont toutes américaines. Les market data, ils sont tous américains. Les indices, à part un Allemand qui essaie sélectif d'émerger, ils sont tous américains. Et aujourd'hui, tous les agences de rating... Presque. Oui, pardon. Non, mais les principaux, excuse-moi. Les principaux. On parle de marché, les Américains sont très dominants. Et sur les ratings ESG, on a aussi un duopole qui se forme entre 2 Américains, que sont MSCI et Morningstar. Et c'est très dangereux, parce que c'est une question de souveraineté. Parce que quand on ouvre le capot, les valeurs embarquées par ces providers d'indices et de ratings, qui étendent leur emprise de plus en plus également sur des solutions clés en main pour les investisseurs, etc., ben les valeurs ne sont pas les valeurs européennes. Et d'ailleurs, les États-Unis, par exemple, sont bien mieux notés en tant que souverain que la France, par exemple. Mais j'ai des dizaines d'exemples de choses qui peuvent heurter les Européens. Mais les Européens ne s'en émeuvent pas pour autant. Parce que là, c'est comme la régulation et l'argumentation, mais la pression. Les distributeurs veulent juste tick the box, dire voilà, j'ai un rating, je suis compliant, et je passe à autre chose. Donc on appelle vraiment de nos voeux la création, alors soit de manière publique, soit de manière privée, d'une alternative européenne en termes de rating. Au passage, les Chinois, évidemment, s'équipent aussi sur le sujet. Parce que les Chinois ont toujours un temps d'avance. Donc ne soyons pas, comme d'habitude, pris en sandwich entre les États-Unis et la Chine, sur un sujet important qui est la maîtrise des données et leur traitement. Je pense que c'est une question de souveraineté extrêmement importante et je suis surpris que le régulateur, jusqu'à aujourd'hui, ne s'en est pas vraiment soucié. Delphine, une remarque sur le sujet ? Je ne sais pas tellement comment mieux dire, mais je vais donc répéter différemment. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance de l'Europe à être dans une position de standardisation, mais qui confine au perfectionnisme, auquel il faut ajouter forcément une négociation complexe entre différentes intentions politiques, qui crée derrière quelque chose d'ultra dur. Et donc, si c'est irréaliste, ça devient irrelevant. Et je pense que la BaFin n'a peut-être pas tort voilà, finalement, elle est assez réaliste dans son message, qui est de dire si c'est inapplicable, on peut être tranquille, ça ne sera pas appliqué. S'il n'y a pas d'univers investissable, ça ne sera pas. Mais en attendant, on a créé des attentes, des promesses au public, qui fait qu'ensuite, il est complètement perdu et il a raison. Donc il y a cette tendance-là qui m'inquiète. Après, le deuxième point, je pense que collectivement, il faut faire attention, c'est cette logique de déontologue. En fait, j'avais un article des Échos très court, mais très percutant d'Augustin Landier et David Tespard qui disait finalement
Il y a deux catégories, les déontologues, en ESG, les déontologues et les conséquentialistes. On pourrait dire ceux qui cherchent l'impact. Les déontologues, c'est ceux qui vont dire j'investis que là où c'est propre, déjà décarboné, vertueux, etc. Alors là, c'est là qu'on va atterrir sur un univers extrêmement sélectif. Et puis, d'une certaine manière, c'est une grande hypocrisie, puisqu'il suffit ensuite, on vend à d'autres qui sortent de l'éclairage du lampadaire et qui font des problèmes. Quel est l'impact de ça ? On peut se dire en réalité, oui, j'ai renchéri le coût de financement de ceux que je n'ai pas financés, mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a évidemment encore plein de gens qui sont prêts à financer ça. Donc l'effet, il est très peu marqué, et donc il n'y a pas d'impact. Et puis les conséquentialistes, ce serait plutôt des gens qui s'intéressent à l'impact, qui vont avoir une sorte d'activisme ESG en investissement, soit là où ça ne va pas, soit chez ceux qui sont en transition. Donc il faut faire attention à ça. Le deuxième petite alerte, c'est qu'on est dans un système qui reporte énormément sur des standards et du reporting. Comme rien n'est évident, tu as raison, c'est un combat de valeurs d'une certaine manière. Il s'agit, et qu'on ne peut pas le mesurer directement, en climat un peu plus que sur le reste, mais c'est pas si simple. Finalement, on fait des mesures qui sont un peu des mises en abîme, on mesure que l'entreprise adhère à un standard, et éventuellement on va vérifier qu'elle le respecte. Et donc ça va être, c'est des grandes usines de production d'engagement qui ont des impacts. Hein. Ça fait prendre des décisions, je ne veux pas du tout dire le contraire, mais c'est très lourd. Et ça veut dire derrière qu'il peut y avoir aussi un risque que les entreprises qui peuvent passer énormément de temps à ce reporting vont être avantagées. Il y aura des conséquences, des mesures qui sont prises effectivement parce qu'on n'emporte pas au paradis si on ne le fait pas, et le greenwashing ne paye pas. Mais clairement, il y a un biais de tout le système ESG. Finalement, un investisseur m'a dit, finalement, c'est assez simple d'atteindre le label ISR. Il suffit de prendre un univers et de garder que les gros. Il y a uniquement une corrélation avec la taille de l'entreprise parce que, de facto, elle aura pu consacrer plus d'énergie au reporting. Donc ça, évidemment, c'est pas complètement l'intention, je pense. Et c'est un biais auquel il faut qu'on fasse attention. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Et on a tous une responsabilité parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, donc, comme je l'ai fait remarquer très subtilement tout à l'heure, des indices. C'est notre axe de développement principal et on est très présent, notamment dans les indices pour produits structurés des banques sur mesure. On a aussi fait évoluer, à la demande des clients, qui sont les sociétés de gestion, les indices historiques, qui sont ceux qui ont encore les marques grand public, CAC 40, AEX pour les Néerlandais, le MIB en Italie, vers les déclinaisons ESG. Ça a un vrai impact parce que, comme c'était la demande des clients, c'est qu'ils avaient une raison et ils ont fait migrer les encours investis, notamment en ETF, en tracker, vers ces nouveaux indices. Donc il y a déjà un quart pour le CAC 40, un quart des volumes investis des assets under management qui sont maintenant CAC 40 ESG. Donc ça a de l'impact. Mais c'est un indice best in class. On a essayé de et quand on construit son indice, on répond à la demande des clients parce que l'idée c'est quand même que derrière il y a des investissements, c'est pas fait pour décorer. Et il y a une petite tendance du système effectivement à travailler par le système de l'exclusion, donc plutôt la catégorie déontologue si j'ose dire, qu'on peut comprendre. Mais alors on a été assez responsables tous collectivement et on a fait des exclusions très ciblées parce que sinon effectivement vous finissez par tout exclure. Et il y a toujours une raison de faire ci ou ça et toutes les choses sont très compliquées. Et à la fin, vous n'avez plus personne, ou surtout, vous vous contentez d'aller là où il n'y a pas de problème. Alors il y a presque une troisième catégorie d'entreprises qui parfois, on me l'a fait remarquer, se retrouvent dans des situations difficiles, c'est ceux qui n'ont pas de sujet. Et qui donc du coup n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas de sujet parce qu'ils se trouvent être dans des secteurs moins exposés. Ceux qui sont dans des secteurs très exposés ont besoin d'investir énormément leur discours là-dessus et leur action. Ceux qui sont dans des secteurs spontanément très ESG directement ont aussi un discours. Et puis il y a un marais d'entreprises qui est finalement pas tellement impacté, qui n'est pas forcément majoritaire et qui, elles, se retrouvent parfois mal notées parce que un peu hors sujet. Ça peut arriver. Et donc tous ces biais, il faut qu'on en ait conscience et qu'on construise des produits qui soient responsables de ce point de vue-là, plutôt que de uniquement aller dans le sens du vent, je pense. C'est une discipline collective qui n'est pas évidente parce que, de fait, on a énormément d'attentes sur un maximum d'exclusion, un maximum de vertu, mais une vertu qui va pas produire les effets souhaités.
Bertrand, un petit commentaire sur ce sujet Green Finance et comment maximiser l'arrivée de l'épargne dans ces produits? Non, je pense que ça a été bien dit par Vincent et Delphine. On est à un moment intéressant où d'un côté, on a tendance à se dire il y a un vrai leadership européen sur ces questions-là et on est assez fiers avec grands programmes, tout ce qu'on dit. Et c'est pas faux. Je veux dire, on est une des voix sur la planète où on dit un certain nombre de choses et on fait un certain nombre de choses. Mais il y a quelques risques qui ont été soulignés directement ou en creux par Vincent et Delphine. À une extrémité, celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est de transformer l'Europe en Boboland. C'est-à-dire que, voilà, après avoir erré pendant 200 ans, on a enfin trouvé les voies d'un capitalisme inclusif, durable, résilient, qui nous protège de tous les voisins. Et on va apporter cette lumière au monde en espérant que le monde nous suive. Et c'est un vrai risque, avec des gens qui, comme je le disais tout à l'heure à propos du gaz naturel et de l'Afrique, disent « moi, ça ne va pas, enfin, vous n'allez pas me dire… Moi, je suis encore sur un chemin de transition, aidez-moi à suivre ce chemin de transition ». Donc il ne faut pas qu'on se referme, encore une fois, sur ce jardin et ces palissades Boboland. À l'autre extrême, on peut être très, très offensif, mais avec les handicaps que soulignait Vincent, et je me souviens d'une réunion à Europlace il y a 6 ans ou 5 ans à l'invitation d'Augustin de Romanet, où j'habitais encore aux États-Unis. J'avais dit on va se faire avoir. Les Américains m'ont dit dans l'ESG, ce qui est intéressant, c'est pas l'ESG, c'est les pelles et les pioches. C'est comme dans la ruée vers l'or. C'est pas en allant investir dans l'ESG qu'on va faire la différence, c'est en vendant les agences de notation, les outils, les indices, les mesures. Et donc, très clairement, avec ce risque, c'est qu'eux-mêmes ayant les outils, on se retrouve un peu dépossédés aujourd'hui. Et on a tendance, malheureusement, probablement pas dans cette salle, mais dans l'opinion, à croire que ces sujets sont des sujets techniques dont on n'a pas envie de parler. Voilà, enfin, c'est des sujets pour experts. Alors qu'en fait, ce n'est pas des sujets techniques du tout, c'est des sujets de valeur. Vincent l'a très bien dit. On n'a pas les mêmes valeurs. Et je préfère que mes valeurs soient discutées au Parlement, même si c'est plus compliqué au Parlement en ce moment, que imposées par Bloomberg, BlackRock, MSCI, Morningstar, ou que sais-je encore. C'est des sujets qui doivent être débattus démocratiquement. Alors sur le prix du carbone, ça c'est à peu près universel, mais dès qu'on rentre dans les autres sujets, c'est plus du tout universel. Et donc, comment est-ce qu'on… Des questions de gouvernance, par exemple. Bien sûr, exactement. Qui va décider de ce genre de choses? Et c'est vrai qu'on a un peu laissé tomber on a un peu laissé filer. Avec un risque supplémentaire qui, moi, m'effraie aujourd'hui, c'est que aux États-Unis, il y a, en tout cas du côté républicain, en vue des midterms, il y a une contestation assez dure de tout ce dont on parle aujourd'hui. Je veux dire, autant en France, quand vous êtes agressé, et je pense que certains nombre ici l'ont été, on vous accuse de faire du greenwashing. Aux États-Unis, il y a des gens qui se font agresser parce qu'ils font du greening. Voilà, c'est un peu regardez l'évolution du discours de BlackRock ces derniers mois, c'est intéressant. Et les républicains disent ESG, ça doit vouloir dire Ensuring Sound Growth. Donc il faut revenir aux fondamentaux et donc arrêter tout ce truc compliqué qu'on nous impose. Et en fait, l'ESG, c'est woke. Voilà, donc il faut… Et donc on va avoir le paradoxe qu'on a souvent, c'est qu'ils vont continuer à nous vendre des outils tout en étant plus incertains sur la substance. C'est un peu comme les débats balois il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on nous imposait BAL 2, ils n'y étaient pas. Il a fallu un peu la crise de Lehman, etc., pour que tout le monde nous rejoigne. Donc voilà, il ne faut pas que l'Europe soit le jouet de tout ça. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts. On a une vraie sincérité, on a une vraie expérience, on a une vraie capacité. On a cette capacité que David Lipton, dans cette manière ironique, a réglementée. Ça, c'est vrai, on sait faire des règles pour tout le monde, c'est compliqué. Mais je pense que cette capacité… on la démultipliera, encore une fois, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en allant tendre la main aux émergents et aux pays en développement. Parce qu'avec eux, on peut bâtir des choses dans un monde où il n'y a plus de maîtres du monde. C'est-à-dire qu'il y a des modèles américains, européens et chinois. Les modèles américains et chinois ne sont pas forcément très attractifs pour les autres pays. On a quelque chose à jouer. Alors, il ne faut pas qu'on joue contre notre camp en devenant Boboland. Voilà, donc encore une fois, je suis plutôt optimiste sur la capacité de le faire, mais il ne faut pas qu'on se perde dans les sables. Compris. Toujours avec vous, Bertrand. Si on reprend un peu cette idée qu'on a évoquée au début de la discussion, qui était amenée par Vincent, il faudra aussi un moment pour arriver à financer cette transition énergétique, pour arriver à cette autonomie stratégique, il va falloir que public et privé travaillent ensemble. Vous avez eu un pied dans le public, puis un pied dans le privé. Donc, comment ça peut fonctionner, un partenariat public-privé ? Quels sont les éléments ? Alors, c'est pas comment ça peut fonctionner, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, s'il y a dans les grands présupposés des engagements de Paris sur le climat et des engagements de New York sur le développement durable, il y a l'engagement numéro 17 qui est le partenariat. Tout le monde avait bien compris que c'était pas le gouvernement tout seul, ou le public tout seul, ou le privé tout seul. Alors ça, on se l'est dit.
Mais on n'a pas beaucoup fait. C'est un peu la difficulté. Et pourquoi? Il y a à la fois des raisons idéologiques. On sort d'une période où, comme avait dit Reagan en 80, le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème. Là, on ressort du Covid où c'est le contraire. Au moment, il faut que le balancier se stabilise et qu'on travaille ensemble. Mais c'est pas très simple parce qu'il y a des suspicions des deux côtés. Dans un monde où, en plus, les déontologues ont pris pas mal de pouvoir, donc dès qu'on commence à franchir des frontières publiques-privées, tout le monde regarde ce qui se passe. Donc c'est plus long, c'est plus compliqué. Il y a des suspicions alors dans un certain cas, de corruption, de lenteur, de bureaucratie, de que tu comprends rien, etc. Et moi, j'étais très frappé. J'ai beaucoup poussé, encore une fois, à la Banque mondiale à dire il faut qu'on multiplie les partenariats publics-privés. Le problème, c'est qu'on réinvente la roue très souvent. C'est-à-dire qu'on fait une très belle opération, et après, plutôt que de la répéter 50 fois, on s'arrête, on est épuisé par le bel effort, et on ne continue pas. Donc je pense qu'il faut vraiment faire un effort, mais démesuré, pour qu'on sorte de cette ornière, qu'on arrête de faire une succession d'opérations très jolies, de blended finance à droite, de fonds garantis à gauche, d'incitation fiscale au milieu. Enfin, on a tous une panoplie de trucs, mais qu'on est incapable de passer à l'échelle. Vraiment. Enfin, et donc pour moi, la clé, elle est comment est-ce qu'on passe à l'échelle, comment est-ce qu'on a une vraie coopération publique-privée qui ne crée pas de suspicion, qui ne crée pas d'arrière-pensée. On n'est pas en train de se dire, ouh là là, mais alors ça y est, c'est la vieille antienne française, on privatise des profits, on socialise des pertes, etc. Je pense que l'enjeu est suffisamment important pour qu'on passe ce cap, qu'on s'y mette ensemble, qu'on adopte des règles et qu'on s'y mette, et surtout, comme je suis désolé, je suis encore un peu anglais, qu'on scale, enfin, qu'on passe de 1 à 100 opérations. Qu'une fois qu'on a fait un truc, on le recommence. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Sinon, on va encore une fois se raconter des histoires. Je ne supporte plus les panels où on fait des trucs, regardez le public-privé. J'en ai fait 100. À chaque fois, on se congratule en disant panel public-privé, c'est la solution. Donc, on se quitte très bons amis et tout le monde se dit, regardez mon micro-programme de public-privé, et puis on rentre chez soi. Et on revient l'année suivante, en fait, il ne s'est rien passé. Donc, et on en fait, à mon avis, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on en fait en réalité de moins en moins. Donc on se raconte des histoires alors que c'est absolument indispensable. La question énergétique, elle sera résolue public et privé ensemble. Et j'allais dire public, privé et société civile. Parce que la société civile doit tenir le public et le privé comptables de leurs engagements. On ne peut pas juste faire des grandes annonces à Paris Europlace, à Davos ou à Aix ou je ne sais où, et puis après, non. Il faut que les gens disent, bah, tu as dit ça, tu vas le faire. Vous allez travailler ensemble, je vais regarder. Et vous allez le faire bien. Bien d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup poussé chez Amundi. À chaque fois qu'il y avait un obstacle, on a essayé de se mettre en partenariat avec le public pour essayer de unlocker le potentiel du marché. Petite dernière question avant de vous donner la parole, si vous avez des questions pour le panel. On va essayer de terminer avec un peu d'optimisme. C'est la fin de la journée. Non, je voulais vous demander une raison de croire sur le fait qu'on va réussir à mobiliser ce capital, qu'on va réussir à faire cette transition énergétique et qu'on arrivera à créer cette souveraineté européenne. Un élément concret. Alors, déjà, il y a un bassin d'épargne en Europe mobilisable qui est non négligeable et qui est aujourd'hui parqué en compte sur livret, en assurance vie, contrat euro, etc., qu'on peut quand même utilement redéployer vers des projets un peu plus risqués. Quand on compare le profil d'investissement d'un Européen par rapport à un Asiatique ou un Américain, c'est très frappant de voir que cette épargne peut vraiment être graduellement redirigée. Et ça peut nous donner espoir parce qu'on parle de montants assez considérables. Et comme je pense qu'en Europe, il y a une vraie sensibilité à ces sujets-là, si on est capable de mettre en place les bons produits, la transparence et l'éducation suffisante, on peut arriver à convaincre graduellement les clients à diriger leur épargne vers ces produits-là, mais ça prendra du temps. Il faudra qu'on soit sérieux et homogène dans le temps, dans la proposition de valeur, sinon on va perdre les gens en cours de route. Mais optimiste donc, puisqu'on a quand même beaucoup d'argent qu'on peut aller chercher. De l'argent et une offre, Delphine? Alors deux choses. J'ai trouvé une deuxième chose positive en t'écoutant. Non, la première chose, c'est que quand même le paradigme européen a évolué. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment à une époque, moi quand j'ai commencé, t'es pas loin avec Bertrand, vraiment il y avait un magistère intellectuel. Et on est plutôt des libéraux, je pense, on peut dire économiquement. Voilà, on croit à l'économie de marché, etc. Mais il y avait l'Europe avec la Commission historiquement.
et les Anglais à l'intérieur vraiment un mantra de dire il faut s'ouvrir et tout va bien se passer. Voilà. Et ceux qui disent le contraire sont des protectionnistes qui veulent cultiver un jardin, mais qui sont on va dire des protectionnistes idiots qui jouent contre leur camp. Et la crise de 2008, un petit peu, le Covid, le Brexit et l'Ukraine fait quand même beaucoup évoluer les choses. Alors c'est pas pour ça qu'il s'agit de faire du protectionnisme débile, parce que c'est quand même une tentation qui existe quand même et qui serait. Et on a maintenant un personnel politique européen qui dit des choses que même les Français n'osaient pas dire il y a 10 ans. Donc on a au moins évolué là-dessus. C'est pas pour ça qu'on a trouvé la manière de le faire intelligemment, et c'est pas pour ça qu'il faut pas être suffisamment ouvert et performant. Et donc voilà, c'est pas une excuse pour faire de la mauvaise gestion. Et c'est quand même une évolution importante. Voilà. Et l'autre point que j'ai du coup oublié, mais concerne plutôt oui, voilà, pardon, j'ai retrouvé. C'est le point le plus positif en fait, c'est que on a bien des acteurs. Quand on parle de financement, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'éléments de blocage, de mauvaises allocations, mais on a les projets, on a les entreprises. Il y a une génération d'entreprises appétissantes, alléchantes, en croissance, des gens qui sont restés en Europe pour les développer, qui ont de l'ambition pour ce continent et qui sont là. Donc c'est quand même le nerf de la guerre, c'est cet appétit. Donc si le risque, comme je disais tout à l'heure, c'est que les financements internationaux qui viennent peuvent s'en aller en période négative. Tout à l'heure, j'étais sur un autre panel où un des intervenants disait de manière très exacte. En 2000, il y a eu la crise de l'éclatement de l'abus d'Internet. En Europe, tout s'est arrêté. On s'est dit, oulala, en fait, Internet, c'est une grosse bêtise, ça n'arrivera plus. On m'y reprend plat et je repars dans le livret A. Aux États-Unis, ils ont purgé et ils sont repartis. On voit le résultat sur la tech aujourd'hui. On recommence pas ça aujourd'hui, j'espère. Et parce qu'on a vraiment beaucoup d'énergie, des entreprises qui sont tout à fait motivées, puisque tout à l'heure j'étais un peu dur sur question de reporting, etc., mais qui ont vraiment pris les choses à bras le corps. Donc normalement, ça doit pouvoir être un effet d'entraînement pour justifier que l'épargne s'alloue vers elle. Je l'espère. Alors, juste pour préciser aussi un petit espoir, j'étais très surpris de voir que l'Europe a déposé 50% de plus de brevets green et green tech que les États-Unis et 2 fois plus que la Chine. Ce qui est quand même, comme tu le disais, on a un tissu d'innovation industrielle et de start-up qui est porteur d'espoir et d'avenir. 20 minutes publicitaires, on a lancé Tech Leader qui est un segment qui fédère les techs de nos 7 marchés européens pour les mettre en avant, les mettre en visite. On a calculé l'indice sur les 5 dernières années, l'indice benchmark, donc de ce Euronext Tech Leader, 110 entreprises, sur 5 ans, plus 86%, à comparer au Nasdaq 100, plus 95%, et dans le Nasdaq 100, on sait qu'on est tiré par Google, Facebook, etc., Amazon. Vous voyez, on a de belles choses déjà cotées, on a du mal finalement à les valoriser, et on a plutôt tendance à se critiquer qu'à se mettre en avant. Voilà. Merci Delphine. Bertrand. J'ajouterais, ce qui me optimise, c'est qu'on se rapproche du mur. Et que l'Europe n'est jamais aussi bonne que quand elle voit le mur. Et d'ailleurs, on voit ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a eu comme dit Delphine, il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qu'on n'aurait jamais osé dire il y a même 2 ou 3 ans. Donc il y a quand même quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait, qui autorise certaines choses. Et donc ça, c'est positif. Après, c'est un peu l'art du puzzle. C'est-à-dire, il paraît qu'on a fait beaucoup de puzzles pendant le Covid, donc peut-être qu'on est bon à les faire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'argent. Et c'est vrai qu'on parle, mais c'était excès d'épargne, on en parle depuis des années. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut sortir l'argent des livrets, et qu'en fait, on a tout essayé. Peut-être qu'on s'y prend pas bien, je ne sais pas quelle est la bonne méthode, mais effectivement, techniquement, il y a de l'argent, pardon. Techniquement, il y a, comme tu le dis, j'allais le dire, pardon, décidément. Je ne sais pas si je sais faire des puzzles, mais je me prends les pieds dans les notes. Il y a de l'argent, il y a des technologies, il y a des institutions. Enfin, en gros, on a toutes les pièces du puzzle. En théorie, on devrait être capable de le faire. Il manque ce petit quelque chose qui s'appelle le leadership, qui s'appelle la coopération, qui fait qu'on va passer à l'étape suivante. Donc, en théorie, on a de quoi être optimiste. On n'a pas besoin de réinventer. On a à peu près tout sur la table. On commence à sentir le mur derrière nous, ou le souffle chaud de l'ogre russe, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc j'espère qu'on va passer ce cap, que les circonstances, comme elles l'ont déjà fait depuis quelques années, vont nous faire passer des étapes auxquelles on n'était absolument pas préparés. Et donc, on va continuer dans cette
dans cette direction. Donc au total, je suis plutôt optimiste. Le fait qu'on ait ce panel, c'est aussi symbolique cela soit-il, c'est intéressant. Et ces discussions, on ne les aurait pas eues il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, il suffit d'acheter le marché du gaz était fabuleux, il fallait acheter du gaz à la Russie, et de quoi vous voulez parler d'autre? Donc voilà, maintenant on avance dans une autre direction. J'espère que Bertrand ne dira pas dans 3-4 ans qu'il a eu des panels, répétitions. On sera dedans, ouais. Il veut plus en entendre parler, c'est fini. Sur la souveraineté économique. Non mais c'est vrai. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Mais il paraît qu'à la rencontre économique d'Aix ce week-end, tout le monde disait qu'il faisait chaud, que c'était un signe de réchauffement climatique. C'est juste l'été à Aix. Mais en tous les cas, ça a changé le mindset. Est-ce que vous avez des questions pour le panel? Oui. Bonjour, je peux vous poser 3 questions. Bien sûr. Le plus facile ou le plus difficile d'abord? Choisissez pour qui vous voulez la plus difficile. Pour Vincent, elle est difficile. Les ETF, c'est plus facile. Bon, comment construire une allocation d'actifs avec les ETF? Pourquoi la gestion indicielle est-elle de plus en plus utilisée par les particuliers en France? De quelle façon les critères ESG sont-ils pris en compte par les gestions passives? Comment les intégrer dans une solution allocation de portefeuille? Première question. Vous voulez que je pose les 3 ou une par une? Là, on va les prendre une par une. OK. Bon, c'est une très bonne question. Donc effectivement, la gestion passive en tant que telle a connu aux États-Unis notamment, un peu moins en France, aux États-Unis pour des raisons fiscales par rapport aux mutual funds. Un peu moins en Europe, une croissance par sa simplicité, son faible coût, etc. Mais derrière, en fait, choisir un ETF, c'est un choix actif. Il faut choisir l'indice. En fait, finalement, il y a des milliers d'indices disponibles, ESG ou pas, avec des variantes que vous n'imaginez même pas. Hein. Il y a des indices parfois extrêmement exotiques. Et donc, la clé, c'est de comprendre comment est construit l'indice, comment l'ESG est intégré. Et Delphine en a très bien parlé pour les indices construits par Euronext, qui sont pas en exclusion, mais plutôt en best in class, comme approche, comme philosophie. D'autres providers vont être en exclusion. Enfin, le plus grand provider, en l'occurrence, est en exclusion, avec des choix binaires extrêmement violents. Du jour au lendemain, ils décident que Tesla sort de l'indice ESG S&P. Bon, pourquoi pas, mais c'est 0 ou 1, c'est pas très subtil. Après, il faut comprendre ce genre de biais. Donc, quand vous achetez un indice, il faut comprendre comment il est construit, est-ce qu'il est équipondéré ou pas, quels sont les biais embarqués, et notamment sur l'ESG, parce que l'ESG, finalement, l'indice va utiliser des données qu'il faut aussi comprendre. C'est garbage in, garbage out. Hein. Donc, en tant que tel, construire une allocation ou gérer uniquement à base d'indices, c'est pas un problème. Hein. Mais pour moi, c'est une gestion active. Après, l'implantation est passive. Mais c'est l'implantation, c'est juste l'exécution. C'est comme qu'on passe un ordre de bourse, ça va être une exécution comme une autre. Quoi. Donc je ne poserai pas, pour moi, gestion active et passive, puisque voilà, le simple fait de choisir, pour moi, un indice, c'est un acte de gestion active. Et quand vous prenez Action européenne, prenez 4 indices différents de 4 providers différents, vous aurez 4 performances très différentes. Donc, parce que certains vont être plus surpondérés sur un secteur ou sur un pays. Non, je peux un peu polémiquer un peu. Oui. Non, mais moi, pardon, à l'époque, j'étais à Matignon et le président de la République de l'époque avait dit on lui avait demandé s'il voulait faire une politique de l'offre ou de la demande, il avait dit les deux. Et bon, c'est possible, mais alors chez Euronext, c'est pareil, on aime la gestion active, on aime la gestion passive. Et tu as raison, Vincent, l'acte d'investissement reste actif, mais quand même la gestion est passive. Et donc il faut trouver un équilibre dans le marché, parce que si tout le monde est passif, le prix n'est plus formé par des gens qui vont en faire une gestion active de stock picking. Et un petit peu quand même par rapport à ce que je disais. Donc, et encore une fois, la gestion passive, elle a une puissance, une simplicité, une capacité de démultiplication, d'orientation, de sophistication qui est extrêmement puissante et donc qui a tendance à croître et qui est compréhensible pour les clients. Et après tout, si on n'a pas une gestion passive indicielle, on va se retrouver...
ne faut pas se plaindre d'avoir de l'assurance vie. Les clients ont besoin d'avoir des structurations parce que est-ce qu'on peut complètement le conseiller à tout le monde de faire leur stock picking on sait qu'ils s'en sortent pas forcément très bien. Bon, après, il y a des grands débats sur la performance et c'est pas it's not my place de commenter ça. Mais si effectivement on est qu'en passif, on se retrouve parfois dans des situations aberrantes où il n'y a que des suiveurs et où on peut pas fixer le prix. Donc je pense que c'est important de conserver une gestion active et de stock picking. Et d'ailleurs, il peut arriver que parfois on reproche aux gérants actifs d'être un peu passifs, c'est-à-dire d'être uniquement dans le marché secondaire, de ne pas prendre de risques en primaire, etc. Donc il y a les deux notions. Je pense qu'on a répondu trop longuement à la question si on a trois, mais vous voyez l'idée. Je pense qu'on peut avoir les deux. Deuxième question, monsieur. Deuxième question. À l'approche de la télématique, quels sont les facteurs types d'extra-financiers susceptibles d'importer la performance financière d'une entreprise ou un titre? J'ai pas compris Les le début de la facteurs question. ESG qui peuvent apporter de la performance financière. Alors, nous, on est persuadés que et pour aussi rebondir sur ce que disait Delphine, alors déjà dans le secteur donné, nous on raisonne en best in class, c'est-à-dire qu'on va jamais exclure un secteur entier. Et les entreprises qui ont la meilleure tendance ou la meilleure approche ESG, historiquement, ont plutôt tendance à mieux performer. Alors, il y a un effet d'offre et de demande, évidemment, à court terme, parce qu'il y a plus d'achats, enfin, il y a plus d'intérêt pour les entreprises bien notées ou ayant une bonne perception ESG. Et donc, ce simple fait de demande supplémentaire a tendance à créer de la surperformance à court terme, et on le voit sur les marchés obligataires comme actions. Bon, ça ne va pas durer éternellement, mais néanmoins, à court terme, c'est un vrai support. Mais après, plus fondamentalement, on constate que les entreprises qui sont conscientes et investissent sur ces dimensions-là, en général, créent de la surperformance opérationnelle, en fait, à moyen long terme, et préparent l'avenir. Dans un secteur donné. Après, la question, c'est entre secteurs. Là, on l'a vu que dans la période, au premier semestre, le seul endroit où vous pouviez faire des performances positives, c'était oil and gas et défense. Bon, voilà. Tout le reste, c'était perdant, voire très perdant. Donc, quand vous avez une approche best in class, finalement, vous n'excluez rien. Bon, bah, tout ça, en général, ça se passe bien. Hein. Vous pouvez battre l'indice sans problème. Si vous avez une approche d'exclusion, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, les approches qui sont très en exclusion introduisent des biais qui, de notre point de vue, sont pas adaptés à une approche de masse ou, je dirais, de grand public. Elle est plus adaptée à une approche de niche ou thématique. Et nous, on ne recommande pas une approche d'exclusion pour le grand public. C'est plus pour des gens qui veulent vraiment se focaliser sur une dimension particulière. Mais en tout cas, on peut créer de la performance via l'ESG au travers des risques aussi. Hein, parce que finalement, l'ESG, c'est un facteur de risque. Donc, en évitant les entreprises à futures controverses, vous évitez les actions qui décrochent de 40% parce qu'elles sont au milieu d'une controverse E, S ou G. C'est aussi c'est une manière de gérer les risques extrêmes. Il y a d'autres questions dans la salle. On peut prendre une dernière. Vous aviez une troisième, non? Vous aviez une troisième. Ah, on continue. Pour la troisième question, quel est le rôle pour obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européennes vers le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes? Et bien ça pour Vincent. Comment on peut faire de la surperformance par rapport aux indices sur des valeurs européennes? Ah bah c'est en les choisissant. Non, mais on les... On ne donne pas des conseils d'investissement chez Europlace, non? Vincent, un stand à la sortie. Alors, vous achetez l'action Amundi, l'action Euronext. Voilà. Exactement. Il y a un gros rendement. Hein. Non, mais schématiquement, c'est... Enfin, moi, mon seul... c'est un conseil peut-être idiot, mais il faut toujours comprendre ce qu'on achète.
Donc si vous ne comprenez pas le business model, comment l'entreprise fait son argent, s'il y a des questions sur la qualité du management, bon, vaut mieux éviter. Et là, vous éviterez des grosses pertes. Et donc, du coup, vous serez meilleur que l'indice. Il y a trop d'entreprises aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais pas que, en Europe aussi, qui ont des business models qui sont compliqués à valoriser, mais qui sont pour autant très chers en bourse. Et inversement, il y a beaucoup d'entreprises très traditionnelles qui sont de bonne qualité, bonne visibilité, un gros dividende et qui ne sont pas chères. Amundi est un exemple, Euronext aussi. Mais il y en a plein, avec des dividendes yield à 5, 6, 7, 8, 10, 12% parfois. Là, récemment, j'ai vu Coface, qui est un de nos clients, il a 12% de dividende yield. C'est pas mal. Ceci n'était pas une recommandation. Oui, Non. attention. Moi, j'étais pas sur ce panel. Hein. Non, et puis après, c'est quand même toujours la même chose. C'est investir régulièrement et savoir sur quel horizon, parce que c'est ça qui compte à la fin. Voilà. Ça, c'est... Merci. On peut essayer de timer le marché. C'est compliqué de savoir quel est le point bas, quel est le point haut. Il faut mieux y aller graduellement. Je crois qu'on a une dernière question au fond de la salle. Bonjour, Thomas Rocafoul, SIA Partners. Je voulais revenir sur le sujet des données financières et l'enjeu de souveraineté. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire concrètement sur le sujet? Alors, en tant que représentant des utilisateurs, bien sûr. C'est plutôt pour M. Mortier. Non, en fait, il y a deux axes. Le premier, on paye déjà énormément, enfin, en tant qu'utilisateur, collectivement, à ces providers. Donc, avec tout cet argent-là, si on peut le mobiliser pour payer un autre provider, enfin, on peut quand même financer pas mal de choses. Encore faut-il que l'offre existe. Mais là, elle n'existe pas. Il faut reconnaître que ces providers-là établis ont une avance réelle. Donc, c'est compliqué de s'en passer immédiatement. Mais bon, néanmoins, la masse payée, quand je parle à mes concurrents et collègues et amis, quand on compare les chiffres, c'est comme des montants colossaux à l'échelle. D'ailleurs, MSCI est coté, les chiffres sont publics, vous pouvez regarder. Par exemple, il y a plein d'autres providers. Et donc, l'étape d'après, ça pourrait être de faire des initiatives entre acteurs privés. Alors, je sais que les banques avaient regardé ça à une époque sur les market data, pour mettre en commun leurs propres données d'exécution. Je ne crois pas que ça ait prospéré. Oh, c'est pas la peine. Non, c'est une bonne idée sur le principe. Non. Non, on en vend. Mais oui, il faut qu'on soit responsable aussi dans les chaînes de valeur pour que les business models émergents ou les business models européens, peut-être un peu moins solides parfois, puissent survivre. Voilà, parce qu'on est tous sous pression de réduire les coûts. Ensuite, on ne peut pas pleurer sur le lait répandu lorsque certains acteurs ont été sortis. Voilà, donc je pense que sur la recherche action, par exemple, on a tous été incités par l'unbundling on a démutualisé le système. Ça a été pareil sur le brokerage d'une manière générale. Ça a des conséquences. Et donc, ce qui est dur, c'est que pour un acteur individuellement, il faut qu'il décide tout seul de rester mutualisant. C'est pas facile, parce qu'il est soumis à une pression de valeur logique. Donc, c'est là qu'il faut être public-privé, c'est-à-dire qu'il faut que les incentives ne soient pas trop pseudo-vertueux, et à la fin, on est absolument parfait, mais on a tué toutes les petites mutualisations qui existaient. Qui sont impurs en théorie, mais qui sont ce qui permettent d'avoir des business models. Et puis que les acteurs importants soient responsables parce qu'ils peuvent changer la donne. Voilà. Après, ça c'est dans le domaine de la recherche, mais il y a pas mal de domaines du même genre. Et chez Euronext, on a travaillé comme ça parce qu'on avait tendance à avoir des systèmes pour la partie trading qui étaient très favorable aux plus gros acteurs, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit attentif à préserver une base de clients, dans notre propre intérêt d'ailleurs, mais une base de clients plus large, parce que sinon ensuite les choses évoluent et on se retrouve avec un pouvoir de marché qui a changé de camp. C'est aussi ça la souveraineté nationale, enfin du moins européenne. C'est quand même un peu favoriser les acteurs locaux.
c'est fini. Merci. Un immense merci à tous les trois. Et donc on espère que Bertrand ne se plaindra pas de ce panel dans 3 ans chez Europlace. On retient. Vincent et moi, on sera partis ailleurs. Donc, Je ne serai plus invité. vous nous direz, voilà. Merci à nos panélistes. On va changer de registre.